Bonjour tout le monde, bienvenue à l'IREMO. Je me présente, Bassem Sneh, je suis membre du bureau de l'IREMO et nous accueillons aujourd'hui Christophe Ayad. Bonjour. Journaliste au Monde, ancien journaliste à Libération, qui a voyagé beaucoup dans la région du Moyen-Orient et qui nous a produit un livre qui s'appelle Géopolitique du Hezbollah, aux éditions PUF. Christophe a beaucoup écrit sur la région, une géopolitique de l'Égypte au début des années 2000. Vous avez fait un ouvrage sur la Jordanie, la Syrie, le Liban, avec d'autres auteurs, autrices. Et vous écrivez régulièrement dans le monde sur les questions liées de près ou de loin à cette région qui est aujourd'hui dans la tourmente totale. Géopolitique du Hezbollah, c'est un titre fort qui se divise en, selon moi en tout cas, en trois grandes parties. La première, c'est en fait la source et les origines du mouvement, son contexte historique, local, libanais, même plus que libanais, régional libanais, dans le sud du pays, dans la Bekaa, de manière très précise dans le livre, et une mise en contexte de ses origines dans le cadre régional, la relation avec l'Iran et la nouvelle révolution islamique en 1979. Une deuxième partie qui se résume par les ennemis du Hezbollah, contre qui ce mouvement-là se bat et quelles sont les raisons qu'il évoque pour le faire. Et une troisième partie qui traite des réseaux du Hezbollah, qu'ils soient militaires ou financiers, et ce, au niveau global, c'est-à-dire pas seulement l'Europe, mais l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Afrique. Et ce livre nous ouvre les yeux sur la complexité et le professionnalisme de ces réseaux. Donc c'est un livre indispensable qui oblige à regarder une structure qui, au-delà des déclarations faciles, rapides, un peu parfois irresponsables, parce que comprendre ce mouvement, c'est comprendre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc, la première question que je me propose de poser, nous allons essayer de parler pendant une quarantaine ou une cinquantaine de minutes et proposer aux intervenants, aux présents, de poser des questions de leur côté. Donc, pourquoi maintenant ce livre? Alors, pourquoi ce livre et pourquoi maintenant? Pourquoi ce livre? En fait, ce livre n'est pas au départ lié à l'actualité. Il a été décidé avec le directeur de la collection, qui lui donne son titre d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est une collection qui traite de géopolitique de différentes zones géographiques du monde, y compris les territoires marins. C'est la première fois qu'on faisait la géopolitique d'une organisation. Et donc avec l'éditeur, on avait eu cette discussion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, à quoi on réfléchissait, on pensait à une géopolitique du Liban, et puis en fait a émergé l'idée d'une géopolitique du Hezbollah, qui finalement est une organisation dont on parle tout le temps, mais qu'on connaît assez peu.
et sur laquelle la bibliographie est finalement, en français en tout cas, assez pauvre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne compte pas des ouvrages de valeur, mais ils remontent pour la plupart d'entre eux aux années 2000 et 2014, je pense notamment au livre d'Aurélie Daher, qui est un ouvrage de recherche très complet, très fouillé. Et puis après, il n'y a plus grand-chose. Il y a Joseph Daher qui a fait un livre aussi, qui a connu une diffusion assez faible, mais qui est intéressant par sa perspective. Et puis, pas grand-chose. En comparaison du conflit israélo-palestinien, où vous avez des tonnes et des tonnes de livres chaque année, chaque mois quasiment. Or, on a pris l'habitude de parler du Hezbollah comme une donnée, mais finalement, on n'interroge plus beaucoup cette donnée. Est-ce qu'il y a beaucoup d'organisations qui dépassent l'état dans lequel elles vivent? Moi, j'en vois très peu, voire pas. J'en vois une, mais c'est un tropisme un peu personnel, qui est lié à une histoire familiale et à un intérêt personnel, c'est au Soudan. Ce qu'on appelle les fameuses Rapid Support Force du général Hemeti, qui est en train d'ailleurs de se battre contre l'armée nationale soudanaise dans une guerre civile qui est en train de détruire complètement ce pays. Mais à part ça, je ne vois pas. Mais je suis preneur d'ailleurs d'avis ou d'avis différents, quoi, parce que j'ai été très intrigué par cet objet qui est le parti milice armé qui dépasse l'État libanais, lui-même étant assez faible. Donc voilà, c'était déjà interroger cette réalité-là qu'on a vue à l'œuvre pendant toute cette dernière décennie en Syrie, sans trop en parler particulièrement, alors qu'il a joué un rôle fondamental, je pense, dans le sort de la révolution syrienne. Et pourquoi maintenant? C'était qu'on se disait, bon, tiens, on va faire un ouvrage un peu moins attendu, sur un sujet qu'on attend moins. Et ça a été décidé à l'été dernier. Bon, comme je suis un peu paresseux et que j'avais une grosse documentation à lire, pendant l'été et en septembre, j'ai lu. Et puis est arrivé le 7 octobre. Et là, il était évident, dès le départ, que le Hezbollah ferait partie de l'équation qui se met en place et qui va se mettre en place, ce n'est pas fini, au Proche-Orient, à la suite des événements du 7 octobre et de la guerre que Israël a lancée contre Gaza. Bon, on pourra revenir sur qu'est-ce qui se passe entre le Hezbollah et Israël, parce que c'est tout un pan que je ne voudrais pas développer là maintenant, ça risque d'être un peu long, mais il est évident que cet acteur-là était présent, et il a été présent dès le 8 octobre, avec le début d'hostilités entre l'organisation et l'État d'Israël. Et il est encore présent à travers le fait qu'il y a des incidents quotidiens, enfin des incidents de plus en plus violents, et puis vous avez plus de 100 000 Libanais et près de 100 000 Israéliens qui ont quitté leur foyer depuis quasiment les premiers jours qui ont suivi le 7 octobre, depuis le mois d'octobre. Donc c'est une réalité qui pèse encore sur ces pays et sur leurs opinions et sur leurs dirigeants. Et donc voilà, ça a accéléré ce projet, même si ça le rend un peu périlleux, parce que est-ce que le Hezbollah du 7 octobre et celui de la fin de la guerre, si tant est qu'il y aura une fin, au Proche-Orient sera le même? J'ai de forts doutes.
Mais je ne suis pas là pour lire dans les boules de cristal, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il sera. Ce qu'on peut voir, c'est des tendances. OK. Ne lisons pas dans les boules de cristal, mais regardons les archives. Ça commence quand, en fait, pour toi? Est-ce que les origines de Hezbollah, c'est une continuation d'un mouvement qui a commencé dans les années 70 avec Moussa Sadr, ou est-ce que c'est l'invasion israélienne en 82 et ces terribles jours du 18 avril 83 et du 23 octobre 83, où tout à coup émerge une organisation capable de décimer les forces armées des pays les plus forts du monde, qui sont les États-Unis, l'ambassade, les soldats américains, 254 morts, ou le camp Drakkar. D'où vient le Hezbollah? Quelles sont les sources? Alors, euh, le Hezbollah, pour moi, c'est clairement sa naissance, c'est 82. Euh, Sa naissance officielle, c'est 85, mais c'est 82 c'est en 82 que le projet est né. Après, il a des racines, et des racines multiples. Effectivement, il s'inscrit, ça c'est la première couche et la plus basse, dans ce qu'on appelle le réveil chiite au Liban, qui a été incarné par Moussa Sadr, mais qui commence dès les années 60, hein, sur l'entrée des chiites en politique à travers un clerc religieux, mais qui n'a pas du tout les mêmes orientations que le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est l'enfant aussi d'un autre Sadr, qui est beaucoup moins connu en France en tout cas, et qui est Mohamed Bakr el-Sadr. C'est-à-dire, euh, au moins deux de ses disciples, et plus que ça en fait, sont devenus secrétaires généraux du Hezbollah. Euh, il faut savoir que Abbas Moussaoui était un élève de Mohamed Bakr el-Sadr, ainsi que Hassan Nasrallah. Et qui est ce Mohamed Bakr el-Sadr? C'est un cheikh irakien chiite qui, installé à Najaf, qui est à l'époque le centre spirituel le plus important du chiisme duodécimain, c'est-à-dire du chiisme majoritaire qu'on connaît, celui de l'Iran, celui de l'Irak, et celui du Liban et de Bahreïn. Euh, et c'est un cheikh qui n'a pas peur d'entrer en politique, notamment à travers la théorie, puisque il est à l'origine, avec Khomeini, qui était son compagnon de route, euh, du concept de Wilayat el-Fakir, ou Velayat el-Fakir en persan, qui est le pouvoir que doit exercer sur terre le jurisconsulte religieux, c'est-à-dire en attendant le retour de l'imam, c'est l'ouléma le plus capé, le plus savant, qui doit exercer le pouvoir temporel. Et ça, c'est une révolution dans le chiisme, mais aussi dans l'histoire iranienne, on va le voir, puisque quelques années plus tard, en 79, Khomeini est à même de mettre en œuvre ce projet. Et pour moi, ça, c'est un moment fondateur pour ces jeunes chers que sont Moussaoui, Nasrallah, qui qui ont été vraiment biberonnés à la pensée de Bakr el-Sadr et à la persécution des chiites d'Irak par Saddam Hussein. Puisque Bakr el-Sadr finira mal, il finira pendu et traîné dans les rues de Najaf par Saddam Hussein pour avoir édicté une fatwa qui interdisait à tout bon musulman d'adhérer au parti basse, ce qui était insupportable pour Saddam Hussein à l'époque. Donc ça, c'est le cœur pour moi, c'est l'adhésion d'une partie des jeunes chiites libanais au concept de Wilayat el-Fakir, qui est porté au pouvoir en Iran par Khomeini.
Et puis, vous avez un troisième facteur qui est l'irruption d'Israël au Liban, qui démarre dès 1978, qui fait déjà des dégâts, mais qui, à partir de 82, est beaucoup plus violente. En 82, il faut savoir que toute la communauté chiite n'est pas hostile à l'invasion israélienne. Certains villages accueillent plutôt favorablement le fait qu'on chasse les combattants palestiniens parce que ça leur valait des représailles permanentes d'Israël et donc ils n'arrivaient plus à cultiver leurs champs, etc. Mais comme toutes les occupations, l'occupation israélienne tourne extrêmement mal, elle se montre extrêmement violente et elle réprime euh, assez rapidement des cérémonies importantes comme la Shura, ce qui provoque des heurts avec la population et donc change complètement la perspective. Et surtout, cette invasion israélienne, elle fracture en deux le mouvement Hamal, qui était donc l'hérité de Moussa Sader, dont on a parlé tout au début, et entre, on ne va pas dire pro-israélien, mais pro ceux qui étaient favorables à une sorte d'accommodement de modus vivendi avec la présence israélienne et qui sont incarnés à l'époque par quelqu'un qui aujourd'hui est très anti-israélien, mais à l'époque c'était un jeune avocat qui s'appelait Nadir Berri, qui dirige toujours le mouvement Hamal, et puis ceux qui euh, refusent vraiment catégoriquement la présence israélienne au Liban et qui sont, soit parce qu'ils viennent de la gauche et du Parti communiste, il faut savoir que le Parti communiste était très important au sein de la communauté chiite, y compris jusque dans les rangs de Hamal, qui n'était pas un parti très, très, très religieux. C'était un parti communautaire, mais pas très religieux. Et chez les militants islamiques. Et donc se fonde une sorte d'alternative d'Amal, qui est le Amal islamique, dans lequel Abbas Moussaoui joue un rôle très important, ainsi que Sobhi Toufaili, qui a été le tout premier secrétaire général du Hezbollah. Donc, de quoi est le fruit du Hezbollah? Est-ce que, par exemple, si Israël n'avait pas envahi le Liban, est-ce que le Hezbollah aurait existé? Probablement. Je pense qu'il y avait une tentation iranienne de euh, former comment dire, une sorte de cousin libanais, mais il n'aurait peut-être pas pris une forme armée. Ça aurait été un parti religieux islamique. Sur le mode de ce qu'on a connu en Irak, Al-Darwa. Oui. Est-ce que sans la révolution iranienne, le Hezbollah aurait existé? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce qui a préparé à cette révolution? C'est ce long réveil chiite où les chiites libanais ont voulu sortir de la misère et de la sous-représentation. D'autres gens ont mieux raconté que moi toute cette histoire-là, et il faut les lire. Mais voilà, pour moi, c'est un millefeuille où chacun des ingrédients a été indispensable à la forme qu'a pris le Hezbollah, qui, dès le début, s'est présenté comme un mouvement de résistance. Après, vous mentionniez les événements notamment les attentats de 1983 contre les Américains, contre Dakar. Il faut se souvenir que dès 82, il y a une attaque contre le QG israélien à Tyr, qui est présenté comme une explosion de gaz, mais enfin bon, on sait aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Et c'est là qu'émerge un personnage dont on parle beaucoup aujourd'hui avec peu de mémoire, c'est le renard, en fait. C'est Cheikh Radouane. Voilà. Qui est Cheikh Radouane? Qui sont les forces Radouane? Alors, Cheikh Radouane, qui aujourd'hui s'affiche dans toute la banlieue sud de Beyrouth, mais dont on n'a pas eu une seule photo, enfin on en a eu une seule pendant 30 ans, c'est Imad Mournier. Imad Mournier, lui, il vient plutôt de l'entourage de Fadlallah, donc qui est un cheikh chiite
plutôt islamiste, enfin faisant partie de la mouvance islamiste, qui a toujours été un compagnon de route du Hezbollah, mais qui n'est pas un chef du Hezbollah, qui n'est pas un membre du Hezbollah. D'ailleurs, il a eu des différends avec le parti par la suite. Mais il est plutôt venu par cette voie-là et par ce qu'on a tendance à oublier, la lutte des Palestiniens. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a adhéré, enfin qui, très tôt, c'est un vrai activiste, un vrai combattant. C'est quelqu'un qui très tôt a pris les armes pendant la guerre civile et qui a fait partie de ce qu'on a appelé la Force 17, qui était une force d'élite autour de Yasser Arafat, destinée à sa protection, et qui a été assez indispensable pendant notamment le siège de Beyrouth en 1982. C'est la garde prétorienne. Voilà, la garde prétorienne de Yasser Arafat et de l'OLP. Donc, c'est quelqu'un qui vient plutôt de la lutte anti-israélienne, beaucoup plus que des études religieuses de Najaf. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il commet les attaques contre le siège des Marines à Beyrouth et le siège de Drakkar, je ne suis pas sûr qu'il le fasse au nom du Hezbollah, qui d'ailleurs n'existe pas. Il le fait au nom d'une organisation qui s'appelle le Djihad islamique. Enfin, c'est revendiqué comme tel, qui a été présenté comme un faux-né du Hezbollah. Mais effectivement, il y avait des correspondances, des gens qui se croisaient. Mais moi, je pense que à l'époque, Mournier était plutôt un, comment on dit en anglais, a gun for hire, Oui. c'est-à-dire un mercenaire, enfin Un indépendant. un indépendant à la solde plutôt de l'Iran. C'est-à-dire lorsqu'il exécute dans ces attentats destinés à chasser les forces étrangères occidentales d'occupation du Liban, il y a évidemment une forme de nationalisme. Il y a une dimension anti-israélienne très claire, puisque ces forces entérinent la présence d'Israël dans le tiers sud, au moins, du Liban. Israël s'est retiré de Beyrouth, mais reste jusqu'à Jezin, enfin, en tout cas, même un peu plus haut, et occupe un bon tiers du Liban, avec l'accord aussi et le soutien d'une partie de la communauté, enfin, des forces politiques chrétiennes. Euh, mais il y a aussi une dimension très propre à l'Iran, qui est l'anti-impérialisme iranien contre les États-Unis et les règlements de compte entre l'Iran et la France. C'est-à-dire que à l'époque, l'Iran a un gros contentieux, plusieurs contentieux avec la France, notamment l'un qui concerne un programme nucléaire que la France a engagé avec le Shah et est gelé et n'a pas honoré. En fait, la France avait un contrat avec l'Iran et a refusé de l'honorer à partir du moment où le pouvoir est passé aux mains des mollahs. Donc, il y a une forme de chantage exercé vis-à-vis de la France par l'Iran et par l'intermédiaire de ces actions violentes menées par Imad Mournier. Et puis, quand en 85, le Hezbollah émerge vraiment officiellement à travers sa déclaration, La lettre aux voilà, opprimés. la lettre aux opprimés, Mournier le rejoint et le rejoint en tant que clandestin, c'est-à-dire qu'il a toujours fait partie de la branche armée qui a mené des opérations d'abord au Liban et puis ensuite ailleurs, en ayant des contacts directs avec les gardiens de la révolution et en particulier la force El-Quds iranienne, en bougeant beaucoup, notamment entre Damas et c'est un homme qui fait partie des hommes de l'ombre et qui finit assassiné en 2008, probablement par le Mossad avec l'aide de la CIA dans une banlieue chic de Damas. Et on s'est toujours demandé si là-dedans, il n'y avait pas non plus une information, comment dire, glissée par les services syriens à leurs homologues. S'en débarrasser. Voilà, pour se débarrasser d'un homme qui savait trop de choses, notamment sur la mort de Hariri.
Voilà qui est. Alors, paradoxalement, il y avait quasiment pas d'image de Mournier, à part. Il avait veillé lui-même à effacer une bonne partie de son état civil, etc., à nettoyer tout ça au temps où on pouvait intervenir assez facilement dans l'administration libanaise pendant la guerre civile. Et euh, donc, la seule photo qu'on avait, c'était un homme euh, qui passe la tête hors du cockpit, enfin de l'entrée de l'avion de la TWA lors de 85. l'enlèvement qui avait lieu, 85. voilà, en 85, ce vol qui avait décollé d'Athènes et qui a été détourné jusque sur le tarmac de Beyrouth où un GI, enfin un marine américain a été exécuté et puis finalement qui a été les autres passagers ont été libérés en l'échange de libération de prisonniers libanais et chiites en Israël. Moi, j'ai atterri à Beyrouth à ce moment-là et tout était normal, hein. Le TWA était à la porte 20 et moi, j'ai atterri à la porte 24 et on sortait et l'avion était là. Et il y C'était un avait un autre temps. cordon, enfin, il y avait une correspondance qui se passait mal. Et donc, une fois que Mournier est mort, alors là, il a été célébré avec beaucoup de. Il y a des images innombrables de lui dans Beyrouth. Il a eu droit à des funérailles officielles par le Hezbollah et il est désormais célébré au grand jour. Voilà. La force d'élite du Hezbollah, c'est les forces Radouane. Donc, Voilà. le Cheikh Radouane. Alors, comment dire, si vous voulez faire un équivalent, euh, euh, Mournier et au Hezbollah, ce que a été Soleimani à la Force El-Quds et aux Gardiens de la Révolution. C'est-à-dire aussi un personnage un peu mythologique, mêlé à beaucoup de choses, beaucoup Comme, d'opérations très audacieuses, comme l'a été d'attentats. Carlos. Voilà. Bon, ben, oui, mais je pense qu'il a une dimension Ah oui, supérieur. beaucoup moins crapuleuse que Carlos. Oui. Vous avez parlé de l'assassinat de Hariri. Et peut-être que cette transition nous amène vers cet événement, puisque en, en septembre 2004, il y a eu une résolution de Oui, l'ONU, la résolution 1559, qui avait pour but de limiter les activités armées au nord de la frontière israélienne. En gros, hein. C'est plus compliqué que ça, mais est-ce est que l'on peut imaginer que là a commencé un parcours qui a mené à cet assassinat? oui, clairement. C'est-à-dire, maintenant, il faut se souvenir aussi dans quel contexte cette résolution est prise. Euh, et en fait, c'est une résolution qui est prise dans le contexte de la guerre en Irak, où la France et les États-Unis se brouillent à mort, puisque Chirac menace de mettre son veto à l'ONU, ce qui fait que Bush ne va même pas à l'ONU pour envahir l'Irak, et où il y a vraiment un, plus qu'un froid, une crise entre États-Unis et France, à l'époque soutenue par l'Allemagne et la Russie. Il y avait une sorte de troïka opposée à la guerre, comme ça. C'était Poutine, Schröder, Chirac contre, contre George W. Bush. Mais celui qui dit je mettrai mon veto, c'est Chirac. Et ça, Bush ne le supporte pas. Et pendant un an, les relations sont extrêmement mauvaises. Et il y a une volonté, au bout d'un an, en 2004, de trouver un chemin pour euh, essayer de raccommoder la France et les États-Unis, qui restent deux pays alliés. Il ne faut pas l'oublier. Et il se trouve qu'en plus, 2004, c'est l'anniversaire, comme 2024, du débarquement. Et lorsque Bush vient en visite pour le débarquement, émerge cette idée que
on peut se réconcilier ailleurs. Bon, l'Irak, oublions le passé, pensons au futur, et finalement se rencontrent deux volontés. La volonté américaine de embêter Bachar el-Assad et la volonté française de soutenir Rafik Hariri. La volonté française, c'est clairement la volonté de Jacques Chirac. Il est l'ami personnel de Hariri, il considère que Hariri a reconstruit le Liban, que le Liban, grâce à lui, redeviendra le hub prospère qu'il a été dans les années 60. Et donc, à tort ou à raison, comment dire, il se fie à toute cette mythologie que Hariri lui vend d'un Liban euh, qui est un peu neutre dans une région en flammes où on peut faire des affaires et du tourisme, fondamentalement. Et or, Hariri a des gros problèmes à l'époque avec Bachar el-Assad. Donc, qu'est-ce qu'on met d'autant que, en fait, Hariri, ce qu'il dit, sa pensée de base, c'est maintenant que les Israéliens sont partis, en 2000, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir une résistance armée et une présence syrienne au Liban? Il a deux ennuis. Alors qu'en 2000, le départ des Israéliens consacre le Hezbollah comme étant Voilà. La force victorieuse. Consacre le Hezbollah comme étant la force victorieuse, mais pose un problème, c'est que Elle est trop victorieuse. comment rester comme force alors que l'ennemi n'est plus là? Alors, c'est là que le Hezbollah sort du chapeau la question des fermes de Sheba, mais qui est quand même relativement minime et qui ne justifie pas un tel arsenal, et non plus une protection de la Syrie. Donc, Français et Américains s'entendent sur comment ennuyer, comment affaiblir Bachar el-Assad. Pourquoi les Américains veulent affaiblir Bachar el-Assad? Parce que la plupart des combattants djihadistes arrivent en Irak, dans l'Irak occupé par les États-Unis, via la Syrie. Le hub de transit, c'est la Syrie qui ouvre le robinet, ferme le robinet, ouvre le robinet, ferme le robinet. Donc voilà, il faut envoyer un message qui va affaiblir. Et alors tous se disent, au lieu d'attaquer la Syrie, puisque bon, attaquer l'Irak n'était pas forcément une bonne idée du point de vue français, et côté américain, on se rend compte que ça comportait quand même beaucoup de problèmes, on va affaiblir la Syrie de telle manière que Bachar el-Assad ne pourra pas survivre au coup qui va lui être porté. Et c'est donc, les deux pays se mettent d'accord. À l'époque, la Russie n'est pas encore très opposée. La Chine ne s'occupe pas trop de diplomatie internationale. Donc, obtiennent, de manière assez surprenante, une résolution qui prévoit deux choses. Le départ des troupes étrangères du Liban. Donc ça, c'est plus de Syrie au Liban. Et deuxièmement, d'ailleurs, l'autre raison pour laquelle on veut se débarrasser de Bachar el-Assad, c'est qu'il veut imposer la prolongation du mandat du président Lahoud au Liban, contre la volonté de Hariri, qui estime qu'il est arrivé au terme de son deuxième mandat et que donc, constitutionnellement, il doit partir. Et pour le dire, Lahoud s'opposait beaucoup voilà. à Hariri dans ses plans de privatisation des biens publics. Exactement. Et Lahoud représentait plutôt la voix de la Syrie. Voilà. Il y avait un agenda économico-financier là-dedans. Et pour faire bonne mesure, on demande aussi le désarmement de toutes les milices au Liban. Bon, comme il n'y a plus qu'une seule milice armée, il est clair qu'on vise le Hezbollah. Donc, pour les Américains, ce n'est pas très surprenant, cette résolution. Pour les Français, c'est un vrai retournement quand même. Parce que jusque-là, Chirac était plutôt conciliant avec la Syrie et la présence syrienne au Liban. En 1996, il était venu, il avait parlé aux parlementaires libanais, et une partie du camp chrétien disait la Syrie dehors, il leur disait patience. Vous avez été capable que d'une chose, pendant 15 ans, c'était de vous battre entre vous. Depuis que la Syrie est là, la paix règne. Donc, comment Chirac, qui applaudissait, enfin, disons, promouvait
la présence syrienne au Liban en 96, 8 ans plus tard, se fait le grand combattant de la liberté du Liban et de son indépendance vis-à-vis de la Syrie. Donc ça, c'est vécu comme une trahison et dont l'instrument local est Hariri, parce qu'on suppose que Hariri a soufflé les termes de cette résolution. Et donc, la première attentat vise un de ceux qui ont participé aux discussions diplomatiques, Marwan Hamadeh. Et puis, comme Hariri s'entête et qu'il a démissionné, et puis il s'apprête à gagner les élections. Là, le camp syrien ou pro-syrien se sent acculé et assassine Hariri dans une opération qui reste alors assez mal élucidée. Parce que vous avez une condamnation dans un tribunal, tout ce qui est de plus officiel. Donc moi, je respecte les décisions de justice. Le Hezbollah a tué Hariri. Maintenant, le problème, c'est que cette condamnation repose essentiellement sur des données téléphoniques. On s'aperçoit que le Hezbollah suivait à la trace Hariri pendant 1 an et demi et que cette espèce de cercle qui entourait Hariri en permanence s'éteint et s'arrête à la minute même où explose la bombe. Donc, on suppose que c'est eux qui ont posé la bombe. De toute façon, si le Hezbollah ne l'a pas fait, il était au courant. Donc, ça le rend complice. Là où ça pose un vrai problème, c'est que c'est la première fois qu'il utilise la violence aussi massivement contre les institutions du Liban. C'est-à-dire, contre des Libanais, ce n'est pas vrai. Il y a plein de militants communistes qui ont été assassinés par le Hezbollah en 1983, 84, 85, des gens de Hamal en 87, 88, dans des guerres. Mais alors on peut dire, mais c'était la guerre civile, tout le monde tuait tout le monde, c'est pas faux. Mais c'est vrai qu'à partir de 90 et de Taïf, le Hezbollah n'a pas utilisé ses armes contre des Libanais. Il a utilisé l'intimidation, tout ce que vous voulez, en tout cas pas à haut niveau. Là, c'est directement tuer un Premier ministre pour influer le cours et le sort, l'avenir d'un pays. Est-ce que c'était comment dire, une erreur stratégique? Je ne pense pas, parce que je pense que le pays était déjà coupé en deux. Et d'ailleurs, finalement, ça n'a pas empêché le Hezbollah d'obtenir tout le pouvoir qu'il désirait dans les années suivantes. Est-ce que c'est une erreur morale? Oui, clairement. C'est-à-dire que le Hezbollah ne peut plus dire « nous avons les mains pures et blanches », puisque nous ne servons qu'à combattre l'ennemi sioniste. Non, ils ont aussi tué, et ils le feront de nouveau par la suite, des Libanais, alors qu'ils prétendent être un parti national qui contribue au bien du pays. Et ils prétendent être un parti démocratique qui respecte les résultats des élections. Ce qui est un vrai problème lorsqu'on recourt à ce genre de méthode, quoi. Alors, sur la base de cette utilisation de la violence, aujourd'hui, le Hezbollah a l'étiquette, ou en tout cas la réputation, d'être une des forces armées les plus efficaces de la région après Israël. C'est un fantasme ou une réalité? En 2006, il y a eu un test sur cette capacité militaire de Hezbollah. Quel a été, à votre avis, le bilan? Quel a été l'inventaire? Oui, c'est ça, les actifs militaires en 2006, et où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que ça reste la même chose? Est-ce que c'est devenu encore plus crédible? Est-ce qu'il y a des estimations réelles de cet arsenal? Et de quel format se compose-t-il? Alors, en 2006, le Hezbollah dit avoir remporté ce qu'il a appelé une victoire divine. D'ailleurs, ce qui lui permettait de faire un jeu de mots avec le nom de son chef. Voilà, la victoire de Dieu. Mais
Alors, ce n'était pas une victoire au sens où il a eu beaucoup plus de pertes que son ennemi, mais c'était une victoire clairement symbolique. Enfin, c'est une claire victoire symbolique. Parce que il a su résister, euh, il a eu le soutien de l'ensemble des Libanais et il a provoqué des pertes face à un ennemi qui a dû finalement plier les Gaules à cause de la pression internationale. L'offensive israélienne a duré 33 jours. Si elle avait duré 6 mois, je ne dis pas. Mais au bout de 33 jours, le Hezbollah tirait 250 roquettes par jour, ce qui a été même son maximum pendant la dernière semaine. 250 à 300 roquettes. On estimait à l'époque que son stock de roquettes était de 15 000 et qu'il l'avait à peine entamé, il avait dû en utiliser 3 000 à 4 000. Je vous dis, si le conflit avait duré 6 mois, mais à l'époque, ce n'était pas imaginable, je pense qu'il serait sorti beaucoup moins vainqueur de cette histoire. Mais en 2006, il a réussi à surprendre Israël par le fait que de petite guérilla, il était devenu une très forte et une grande guérilla, qui avait préparé le terrain, un terrain qu'Israël avait quitté en 2000, le sud du Liban, et donc ne connaissait plus. Les Israéliens ne s'attendaient pas à tomber sur des roquettes anti-chars, ne s'attendaient pas à tomber sur tout un réseau de tunnels et de souterrains qui a permis au Hezbollah de les attirer dans Bint Jbeil et puis ensuite de les encercler, de les enfermer pour tirer dessus comme des lapins, etc. Et vous avez une armée israélienne qui repart assez traumatisée en 2006. Moi, j'ai quand même l'impression que à chaque guerre, si tant est que là, il y en a une, est-ce que vous appelez ça une guerre ou pas? Je ne sais pas, c'est une sorte de guerre rampante. À chaque guerre, le dernier gagnant ne prend pas la mesure, pense combattre celle d'avant. Et j'ai l'impression que le Hezbollah s'attendait ou s'attend à une opération de type 2006 et qu'en fait, il a affaire à autre chose, qui est des raids aériens extrêmement ciblés, parce que cette fois-ci, j'ai l'impression que les Israéliens ont beaucoup plus de renseignements sur les moyens de communication du Hezbollah, ce qui leur a permis de cibler, depuis le début de la guerre, pas mal de responsables de cette force Radouane, donc qui est la force d'élite du parti, de cibler pas mal de commandants locaux au sud Liban, de cibler le responsable de ce qu'on appelle la force maritime, je crois, très récemment, il y a une semaine, 10 jours, bon, qui n'est pas une vraie force maritime, mais qui a une capacité de nuisance envers les d'éventuels assauts maritimes israéliens. Déjà en 2006, ils avaient réussi à non pas couler, mais enfin endommager une navette israélienne. Là, je pense que ils ont beaucoup plus de moyens anti-maritimes, euh, mais ils sont un peu démunis face au type de guerre que Israël mène. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est grossir ce qui avait réussi. Le Hezbollah avait, on estimait à 15 000 combattants en 2006. On estime aujourd'hui, par exemple, les instituts de type IISS, International War Studies, etc., estiment aujourd'hui l'effectif du Hezbollah à 50 000 combattants, dont moitié à peu près de réservistes, c'est-à-dire des gens qui mènent leur vie normalement, mais qui sont capables, en cas de conflit, d'aller chercher une arme chez eux et de rejoindre une unité, et moitié de combattants à temps plein. Et parmi ces 25 000 combattants à temps plein, vous en avez 10 à 12 000 d'une force d'élite qu'on appelle la force Radouane. Le stock d'armes aussi a beaucoup augmenté.
il est passé de 15 000 en 2006 à 150 000. Donc, c'est 10 fois plus. Donc, évidemment, il y a une menace bien plus grande sur Israël, qui n'est pas du même ordre. Vous avez quand même un pays qui a une aviation. Vous avez le Hezbollah qui a quelques drones. Enfin, même peut-être des dizaines de drones, mais c'est pas comparable. Le Hezbollah n'a pas une aviation. Il a une capacité de nuisance aérienne à travers des drones, des roquettes, des missiles. Il peut saturer les défenses israéliennes. S'il se mettait à tirer plusieurs milliers de roquettes par jour, bah, le dôme de fer n'est pas capable de tout intercepter. Mais le problème, pour moi, c'est que le Hezbollah était une guérilla et c'est devenu une armée. C'est-à-dire que si vous engagez une guérilla, elle est là pour attendre sur son terrain et puis profiter des faiblesses de l'assaillant. Une armée, elle est là pour rendre des coups. Mais le problème du Hezbollah, c'est que à quel niveau il doit rendre des coups? Est-ce qu'il doit s'engager dans une guerre totale? Parce que les capacités d'approvisionnement, en revanche, elles sont limitées. C'est-à-dire, si demain une vraie guerre s'engage entre le Hezbollah et Israël, au bout d'un moment, il n'y aura plus de roquettes. Il n'y aura plus de missiles. Il y a des missiles Scud. Bon, c'est pas non plus le summum de la précision. de la précision, hein. Donc vous aurez des milliers de victimes en Israël, mais le Liban sera totalement détruit. Et le Hezbollah, entre-temps, lui, a pris un pouvoir au Liban qui fait que ça lui donne une responsabilité pour le pays. Donc, moi, j'ai le sentiment que le Hezbollah est devenu trop gros pour se battre. Parce que il ne peut plus se conduire comme une guérilla. Il a tellement d'armes à disposition que s'il les déclenche, il faut qu'il soit crédible. Et il est rentré dans un système de dissuasion. Mais est-ce qu'il est capable de mener sa dissuasion à bien? On voit que jusqu'à présent, il est la pédale sur le frein face à Israël qui tente régulièrement des coups de force, des provocations, qui ciblent des cibles dans la Bekaa. Le Hezbollah a fait attention. Alors, il a ciblé un camp militaire à Tibériade, qui n'est pas sur la frontière exactement, mais il cible vraiment des cibles militaires comme Israël. Mais enfin, Israël, la différence, c'est qu'ils ont quand même ravagé 5 à 10 kilomètres de la zone frontalière. Donc, il ne peut pas répondre à la même hauteur qu'Israël pour l'instant. Parce que ça serait s'engager dans une guerre qui fait que il n'y en aura plus d'autres possibles pendant 10 à 20 ans. Le temps de reconstituer un arsenal, le temps de refabriquer une nouvelle génération de combattants, etc. Or, le Hezbollah, il sert à protéger le Liban, mais il sert aussi à protéger l'Iran. Et donc, est-ce qu'il est prêt à gaspiller toutes ses forces pour un conflit qu'il provoquerait lui-même et que les Libanais risqueraient de lui reprocher? Non. Donc, ce qu'il attend, c'est soit un conflit provoqué par Israël, soit une attaque généralisée d'Israël contre l'Iran. Mais ces deux choses-là, pour l'instant, ne sont pas intervenues. Donc, il est obligé de faire preuve de retenue au point de semer le doute chez un certain nombre de ses supporters qui, eux, sont restés en 2006. En 2006, on y allait, on enlevait des soldats, etc. Bah oui, mais là, si demain vous enlevez des soldats, vous prenez le risque de détruire Beyrouth. Puisque Israël a clairement prévenu, on ne ripostera pas que sur le Hezbollah, on ripostera sur tout le Liban. Le Liban d'aujourd'hui est beaucoup plus pauvre que celui de 2006. Vous le savez. Le Hezbollah est devenu trop gros. Et la réputation. C'est mon point de vue. Oui, non, mais c'est juste pour rebondir sur ce point de vue-là. Certains pensent autrement et je le respecte tout à fait. Pour faire un peu la transition sur l'agenda du Hezbollah et sa place dans l'équation libanaise, pour finir cet exposé des différentes parties de ce livre.
beaucoup disent, au Liban en tout cas, le Hezbollah est un corps étranger à la solde d'un pays étranger. Or, quand on regarde dans votre livre la structure de financement, là, en tout cas les estimations dont vous parlez dans le livre sur le financement direct, identifié en tout cas, ou traçable de l'Iran directement vers le Hezbollah, il apparaît relativement limité par rapport d'abord aux besoins réels de financement du Hezbollah et deuxièmement des efforts de Hezbollah de s'autofinancer et localement par l'impôt, parce que le Liban n'a pas de système fiscal crédible, mais le Hezbollah en a un, et par les réseaux d'autofinancement internationaux, notamment en Amérique latine, Mexique, Colombie, etc., et en Afrique. Donc, est-ce que finalement le Hezbollah est vraiment ce corps étranger ou est-ce que c'est devenu une évolution du Liban dans un, comme dit Hassan Salamé qui va venir intervenir ici dans 2 jours, dans un non-État, ce que vous disiez, c'est une organisation qui a dépassé l'État, ou est-ce que c'est une organisation qui a cru parce qu'il n'y a pas d'État, ou trop peu d'États, et donc il construit un proto-État avec des données qui seraient peut-être celles d'un État désirable, mais hélas conduit par un agenda moins désirable, on va dire. Alors, pour moi, il y a une chose qui est claire, le Hezbollah est un parti libanais. Ce pas des étrangers. Je veux dire, ce sont des Libanais qui forment le Hezbollah. Vous pouvez reprocher au Hezbollah un tas de choses, mais pas d'être un corps étranger au Liban. Après, est-ce qu'il poursuit des objectifs libanais? Pas seulement. Et ça, c'est un problème. Et c'est un problème quand c'est lui qui décide de la politique étrangère du Liban. Parce que finalement, est-ce qu'on a attendu de savoir ce que pensait le ministre des Affaires étrangères du Liban après le 7 octobre? Non. Est-ce qu'on a guetté les prises de position, les voyages du Premier ministre du Liban? Non. On a tous attendu quoi? Une seule chose, que le Sayed parle. Ce qu'il l'a fait que vers le 2 ou 3 novembre, c'est-à-dire 3 semaines, presque un mois après les événements. Et tout le monde était suspendu à ses lèvres. Tout le monde s'est arrêté. Pas qu'à Beyrouth, pas qu'au Liban, y compris en Israël, y compris dans les territoires palestiniens, dans le reste du monde arabe, en Irak, etc. Donc c'est dire la mesure, c'est donner la mesure de la force et de la valeur de la parole de cet homme. Seulement, moi, ça me pose un problème, c'est que la politique étrangère du Liban est suspendue à un homme qui n'est pas élu, qui ne sera jamais élu, enfin qui est l'élu peut-être de Dieu, mais pas des Libanais. Alors qu'il y a des représentants au Parlement. Mais on sait bien que, et ça, en tout cas, c'est quelque chose que moi j'assume, c'est que pour moi, le Hezbollah est encore aujourd'hui un parti au service d'une milice plutôt qu'une milice au service d'un parti. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec les partis miliciens que vous aviez, les phalangistes, etc., où il y avait un parti politique et puis au bout d'un moment, il y avait une branche armée et qui a été prépondérante pendant la guerre civile, on est d'accord, mais qui, une fois la guerre civile terminée, a été désarmée, comme Hamal aussi. Hein, et je veux dire, ça ne concerne pas que les chrétiens, ça concerne toutes les communautés, sauf le Hezbollah qui a obtenu une sorte de permis particulier grâce à ses protecteurs syriens et iraniens à l'époque, après les accords de Taïf. Mais est-ce que c'est normal, voilà, que la politique étrangère du Liban soit décidée par quelqu'un qui n'a de compte à rendre à personne d'autre qu'au guide suprême iranien? Et il le dit lui-même. C'est pas moi qui l'accuse d'être inféodé au guide suprême, c'est lui qui l'a choisi en tant que marja, que référent religieux, et qui respecte le wilayat el-Faqih. Il dit c'est notre principale force.
C'est ça notre. Tout le monde croit que notre force, c'est nos missiles, c'est nos machins. Non, c'est le Wilayat et le Fakir. C'est notre obédience au Fakir qui est Ali Khamenei. Bon, ça reste une contradiction et un problème qui va se poser au Liban, mais qui aujourd'hui se pose y compris au Hezbollah. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, plus rien ne se passe au Liban parce qu'on ne sait pas ce que le Hezbollah veut. Je ne suis pas sûr que lui-même sache ce qu'il veut. La guerre, pas la guerre, quelle guerre, jusqu'à quel point. Bon, visiblement, il ne veut pas la guerre, mais il ne le dit pas, il ne peut pas le dire. Il ne veut pas la guerre parce que ce n'est pas le bon moment. Est-ce qu'il est au service exclusif d'intérêts iraniens? Non. Je veux dire, maintenant, il est aussi, on peut le déplorer, mais aujourd'hui, la meilleure protection du Liban, c'est le Hezbollah. Maintenant, est-ce que s'il n'y avait pas le Hezbollah, Israël ficherait la paix au Liban? Je ne suis pas sûr. Il y a trop de Palestiniens au Liban, il y a eu trop de conflits passés pour que Israël n'ait pas envie d'avoir un Liban faible à côté de lui. Est-ce que la structure de type État dans l'État qu'a construit le Hezbollah est duplicable au Liban? Je ne crois pas. Parce que, d'abord, parce que beaucoup de Libanais ne partagent pas le projet du Hezbollah, ne partagent pas sa foi, ni ses convictions. Or, le Hezbollah n'est un État-providence que pour ses supporters. Donc, on ne peut pas dire qu'il fait vivre la communauté chiite, c'est même pas vrai. Il se considère comme propriétaire des voies chiites et protecteur des chiites, mais finalement, il ne fait vivre ses institutions, ses écoles, ses centres de santé, ses machins, ne fait vivre que ses supporters. Et que parmi ses supporters, les seuls qui vivent intégralement du Hezbollah sont ses combattants. Donc c'est assez peu de monde. Croire que le Hezbollah a bâti un État-providence génial, mais aller dans la banlieue sud, finalement, elle reste pauvre. Et elle reste beaucoup plus pauvre que le reste de Beyrouth. Qui lui-même est pauvre, mais quand même moins pauvre que ceux qui ne devraient pas être pauvres. Voilà. Donc, après, le problème, c'est quel avenir pour le Hezbollah? Est-ce qu'il est capable de je ne sais pas. Est-ce qu'il est capable de se normaliser? Il est trop gros pour ça. C'est-à-dire que il a exercé pendant tout un temps un veto sur la politique libanaise. Pour moi, je date cette période de 2009, lorsqu'il a fait tomber le gouvernement Hariri en disant « je veux telle et telle et telle condition », notamment qu'on ne finance plus le tribunal international, etc., qu'on ne remette plus en cause, que l'armée n'aille pas au sud, que machin. Mais à partir de 2018, il devient hégémonique. Et on ne peut pas dire qu'on est hégémonique et s'en foutre d'un pays. Enfin, on ne peut pas être hégémonique et s'en foutre d'un pays. Or, qu'est-ce que le Hezbollah a apporté au Liban en termes de gestion? Ben, les gouvernements qu'il a sponsorisés, nommés ou qui lui étaient proches, on ne peut pas dire qu'on les ait trouvés ni plus efficaces, ni plus honnêtes, ni plus. Est-ce que l'électricité marche mieux depuis que le Hezbollah domine la vie politique libanaise? Non. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que et dont je ne vois pas là, moi, de sortie proche. Tout comme je ne vois pas de désarmement du Hezbollah qui serait remplacé par l'armée libanaise. Là, je ne pense pas que le Hezbollah peut se fondre dans l'armée libanaise. C'est plutôt le contraire.
La seule tentative semblable qu'il y a eu, c'est ce que vous évoquiez au début avec le Soudan et cette force d'intervention rapide qui a tenté une espèce de état-major commun avec l'armée soudanaise sous la révolution démocratique, mais ça n'a pas duré longtemps. Oui, après, la différence, c'est que vous aviez une force montante, les Rapid Support Force, et une force dominante qui était l'armée, déclinante. Et donc, elles se sont rencontrées, elles ont collisionné. Bon, on ne peut pas comparer le Soudan et le Liban. Il y a beaucoup trop de différences de type communautaire, institutionnel. Le Liban a l'habitude de la crise et du fonctionnement et du compromis. Le Soudan avait l'habitude de la crise et du compromis. Là, mais la différence, c'est que vous avez on pourra faire un autre sujet, une autre fois, une séance sur le Soudan. La différence, c'est que au Soudan, c'est les marges qui se sont vengées, enfin, c'est des marginaux qui sont vengés du système, les gens issus des marges, et qui ont pillé le système comme ils ont été pillés pendant des années par le centre. Mais c'est une autre histoire, et je n'imagine pas, je ne vois pas de volonté de l'État libanais, y compris dans sa force la plus souveraine qui est l'armée, de prendre le contrôle euh, de, de zones qui sont aujourd'hui occupées par le Hezbollah. Et si ça se fait, ça se fera en bonne intelligence. C'est-à-dire que si demain vous avez un accord, je n'y crois pas, mais une sorte d'accord diplomatique monté par les Français avec les Américains, ou plutôt par les Américains avec les Français, etc., qui serait retrait des Israéliens des fermes de Sheba, traçage de la ligne bleue, en échange, plus de forces armées autres que l'armée libanaise au sud du Litanie, ben, vous pouvez être sûr que l'armée libanaise, en fait, sera complètement infiltrée par le Hezbollah, qui, au bout de 2 ans, aura ses caches d'armes, etc., etc., et ses propres et décidera de quelle unité peut aller où. Bon, donc c'est pour ça que je ne suis pas extrêmement optimiste euh, sur une solution idéale. En revanche, je ne suis pas forcément pessimiste quant à l'irruption d'une guerre totale. Euh, et puis, ça ne dépend pas que du Liban, ni du Hezbollah, ni des Libanais. Ça dépend essentiellement d'Israël, de ce qui se joue entre l'opinion israélienne et des dirigeants assez jusqu'au boutistes, qui utilisent la guerre pour l'instant comme un moyen de se maintenir au pouvoir. Donc, il n'est pas exclu qu'effectivement, à un moment, l'option d'une guerre au Liban soit choisie pour pouvoir poursuivre cet état de guerre. Mais enfin, euh, la guerre à Gaza est un tel succès que je ne suis pas sûr que euh, l'armée israélienne ait très envie de s'engager dans un conflit avec le Liban autre que aérien. Seulement, à dépasser un certain nombre d'attaques aériennes, on est dans une guerre, et le Hezbollah dispose aussi d'une force aérienne qui s'appelle ses roquettes. Donc, et ça, est-ce que Israël est prêt à payer ce prix-là? Je ne suis pas sûr. Et je sais qu'il y a une pression forte, notamment des habitants du nord du Liban, pour mettre fin, parce qu'ils croient encore qu'on peut mettre fin à la menace du Hezbollah. Euh, Enfin, c'est tout aussi absurde que de penser qu'on peut mettre fin au Hamas. En tant que force armée, peut-être, et encore à un coût extrêmement élevé, on est en train de le voir. En tant qu'idée, non. C'est-à-dire le Hezbollah, même le jour où il y aura une normalisation du Liban avec Israël, si jamais elle intervient, je ne pense pas qu'elle interviendra avant longtemps, continuera à exister en tant que représentant de ceux qui ne veulent pas de cette normalisation. Merci beaucoup pour cet exposé. Plus de questions. Multiforme. Il est clair que la situation est un tournant. Elle n'est pas stable, donc elle va bouger. Ça, on peut être sûr que ça va bouger parce que nous ne sommes pas dans un point d'équilibre. On va peut-être prendre, dans la petite demi-heure qui nous reste, quelques questions. Si on peut en prendre le maximum, si elles sont courtes,
et pointu. Merci. Vous avez un micro qui circule. Donc, madame. Merci. Merci pour cet exposé. Je veux juste souligner un petit point avant de poser mes deux questions. Le petit point, c'est l'avenir de Hezbollah. Pour moi, de parler seulement des armes, ça ne suffit pas. Malheureusement, c'est le côté confessionnel qui est un vrai danger pour un pays qui va vers un avenir non démocratique, non laïque, etc. Donc, c'est juste une petite remarque. J'ai deux questions. D'abord, par rapport, en tant que Syrienne, je sais que pendant les années 80, nous avions des camarades alaouites dans les prisons du Père qui ont été beaucoup plus torturés que nous, les laïcs ou les pas alaouites. Et là, quand on voit, par exemple, là, comment ils ont commencé à assassiner à partir de Hussein Mroué, puis Mahdi Amel jusqu'à Luqman Slim, est-ce que les chiites sont condamnés en tant que citoyens s'ils ne sont pas dans le panier de Hezbollah? Je ne sais pas si vous avez abordé ça dans le livre, mais... Et ma deuxième question, par rapport à l'idée de que Hezbollah, il n'aurait pas existé sans l'occupation israélienne. Est-ce que vous avez la même analyse par rapport à Hamas? Est-ce que Hamas a été aussi a existé comme une organisation militaire à cause d'Israël? Merci. On va prendre peut-être deux autres questions, hein, si ça vous va. Madame. Oui. Bonjour, moi j'ai une question du coup un peu plus contemporaine. En 2019, lorsqu'on sait que la révolte a commencé un peu partout au Liban, lorsqu'on est descendu en reportage, on a pu aller à Nabatiyeh, qui est quand même une bonne base du Hezbollah. Et c'était la première fois que Nabatiyeh découvrait la foule dans la rue avec des drapeaux autres que ceux d'Amal ou du Hezbollah. Donc c'était une première. Est-ce que vous pensez que là aussi, ça a été peut-être un red flag pour le Hezbollah et son patron en se disant, tiens, il peut aussi y avoir un réveil dans nos propres zones et avoir un réveil beaucoup plus national que communautaire? Est-ce que pour vous aussi, c'est effectivement un point de départ et quelque chose de nouveau qui peut à un moment donné à l'avenir revenir ou pas? Ok, encore une question, monsieur. Vous aviez une question? On va après prendre des réponses et faire un deuxième tour. Promis, on ne vous oublie pas, madame. Les personnes sur le chat peuvent également poser des questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Monsieur. Oui, je suis géographe. J'ai vécu 15 ans à Beyrouth, où je dirigeais l'Institut de géographie du Proche et Moyen-Orient, et après le CERMOC, le Centre d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain. Et j'ai quitté le Liban en 83, mais j'y reviens souvent. Et je voulais d'abord féliciter pour la qualité de l'exposé. Je voulais, moi j'ai connu le début du Hezbollah, Moussa Saad, je l'ai rencontré, voyez-vous. Alors, depuis, après j'étais au Langso, j'étais président des Langso, enfin c'est autre chose, mais ce que j'apprécie dans l'exposé, c'est que vous montrez que le Liban est devenu trop gros aujourd'hui et que ça devient un handicap pour le Hezbollah. Et je trouve que ça montre bien la réalité complexe libanaise qui vit dans une situation dramatique aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur le Liban, mais j'ai beaucoup apprécié votre exposé. Voilà ce que je voulais. Merci. Merci. On va peut-être prendre une question Oui. de madame, ça sera fait. Oui. Ah, pardon, désolé. Ah, il y a quelqu'un en ligne? Oui, en fait, il y a quelqu'un en ligne qui a sa main levée depuis le début. Ah, d'accord. Mais Pardon. on ne sait pas si c'est... Il me semble que c'est... Ok. Alors, bah, Merci beaucoup. Le fait que vous avez étalé vraiment la complexité de l'évolution de ce mouvement fait un contraste dramatique avec les attitudes prédominantes partout à propos de ce mouvement qu'on taxe de terrorisme et on ne comprend rien.
ma question concerne l'état catastrophique de l'État libanais depuis 2019. Moi, je l'ai quitté en 2017, mais même avant, même là, j'ai connu des membres qui supportaient le Hezbollah. Ils me disaient qu'ils préféraient qu'ils ne faisaient pas trop de problèmes, mais ils étaient contents qu'ils soient là. Bon, c'était un peu dans le sud vers Saïda. Alors, la question que j'ai, quand vous parlez de l'avenir possible du Hezbollah à l'intérieur de cet État, vraiment, l'État du Liban est en chute libre. Ces institutions n'ont pas fonctionné depuis des décennies, mais surtout depuis 10 ans. Et je ne dis pas que le Hezbollah peut, je ne sais pas, pour sauver l'État, mais on ne peut pas vraiment taxer le Hezbollah d'être dominant quand l'État vraiment n'existe pas. C'est pas, je ne fais pas l'apologie de Hezbollah du tout. Et vous avez très bien insisté sur cette position de funambule entre des options dont aucune n'est bonne. Mais comment envisager l'avenir de l'État du Liban D'accord. avec ou sans le Hezbollah? Je vois deux questions qui se rejoignent un petit peu sur la question des opposants chiites au Hezbollah. Il y en a, mais ils sont très individuels, quoi, et très embryonnaires. Et franchement, je pense que s'il y a un endroit où le Hezbollah n'accepte pas l'émergence d'une alternative, on l'a vu, hein, il y a eu le cheikh de Tyr qui, à un moment, disait je veux promouvoir un chiisme non confessionnel, ouvert aux autres, etc., parce qu'il en avait marre de cette polarisation avec les sunnites en particulier, qui est dangereuse. Et qui a été réduit au silence, pas comme les autres, pas assassiné, mais complètement marginalisé, sorti de sa mosquée, etc. Donc, est-ce que le Hezbollah est prêt à abandonner sa mainmise sur la communauté chiite? Je ne pense pas, parce que je pense que le Hezbollah c'est un de ses échecs, est devenu un parti confessionnel. C'est-à-dire que c'est un de ses échecs par rapport à son but proclamé en 85, qui était une révolution islamique. Alors ça faisait un peu peur aussi à beaucoup de Libanais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Libanais qui ont moins peur du Hezbollah. Pourquoi? Et en particulier une partie du camp chrétien politique, les aounistes, qui pendant 15 ans, 20 ans ont été les meilleurs alliés du Hezbollah. Pourquoi? Parce que le Hezbollah s'est très bien accommodé du système confessionnel libanais. Chacun chez soi. Chacun est maître chez soi. Et donc, dans ce sens-là, je crois que le Hezbollah a été effectivement très choqué et très hostile à la révolution de 2019, où il a été contesté pendant un tout petit moment. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'il a réussi à présenter ça à travers, et il a une force quand même médiatique très forte dans sa propre communauté, comme une sorte de complot occidental, comme la continuation du 14 mars, comme la reprise du 14 mars. Donc, maintenant, donc ça c'est clairement, je pense qu'il y a les germes d'une envie d'identité nationale chez tous les Libanais, y compris les chiites, et d'une déconfessionnalisation. Mais d'abord, vous avez des organisations politiques qui n'en veulent pas, et beaucoup de Libanais qui ont peur que si on sort d'un système confessionnel, on rentre dans un système dans l'inconnu, d'abord, et deuxièmement, dans un système majoritaire où il s'est trouvé que dans les démocraties boiteuses, la majorité écrase les autres. Donc, on va relancer là un vrai risque de
de, Totalitarisme de la ben, majorité. comment dire, de course entre les confessions. C'est-à-dire qu'un homme, une voix sur une circonscription nationale, ça serait l'idéal, mais ça implique un gros risque. C'est ce que, enfin, c'est Ça a ce que été proposé, mais ça n'a pas bien marché. ça n'a pas marché ou ça n'a pas Bah, été accepté. Alors, le système ne permet pas à ça de marcher. Oui, Les gens n'adhèrent pas trop, même si intellectuellement, ils y adhèrent. Mais concrètement, comme vous dites, la peur est trop grande. et après, vous disiez, est-ce que le Hamas existerait sans Israël? Comment dire? Je pense que les Palestiniens, comme tous les pays arabes, ont connu dans les années 80 une montée des mouvements islamistes. Il y a eu des frères musulmans en Syrie, en Égypte, en... Est-ce qu'il aurait pris un tour violent sans Israël? Non, pas forcément. Mais surtout, moi je pense que sans Israël, le Hamas n'existerait peut-être pas. Euh, Puisque on sait que les renseignements israéliens, et en particulier les renseignements militaires, ont vu l'émergence du Hamas d'un bon œil au début, pour pouvoir affaiblir, à l'époque, celui qui était leur grand ennemi, qui était le nationalisme palestinien laïque, enfin, en tout cas non séculier de Arafat. Vous disiez, le Liban est trop gros pour le Hezbollah. Non, monsieur, c'est vraiment, moi je pense que c'est le Hezbollah qui est trop gros pour le Liban. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu un petit lapsus, en fait. Et effectivement, le problème, c'est que vous me disiez aussi, madame, est-ce que le Hezbollah peut sauver l'État libanais? Non, j'y crois pas. Je pense que il le détruit. Parce que sur quoi prospère une milice armée qui n'a aucun statut, comment dire, officiel, sur la décomposition de l'État? Sur quoi prospère un système financier quasiment parallèle où, puisque en fait, le, le, comme vous le disiez, l'Iran ne finance plus tellement le Hezbollah puisqu'il n'a plus les moyens. Il est sous sanction, les banques sont enfin, les échanges financiers sont très contrôlés, et puis il n'y a plus tellement d'argent en Iran aujourd'hui pour donner 200 millions de dollars, comme c'était le cas les belles années. Donc le Hezbollah a dû monter son propre réseau effectivement de financement à l'intérieur du Liban, hors du Liban, à travers des systèmes très ingénieux, etc., mais qui sont tous complètement frauduleux. Des chapitres très intéressants d'ailleurs, que je conseille à tout le monde de lire, parce que c'est une enquête extrêmement bien menée. Et c'est complètement frauduleux. Donc c'est ce que le Hezbollah veut et ce que les organisations du type du Hezbollah, qui sont nombreuses, on pense aux partis miliciens chiites d'Irak, on pense aux Houthis, même si c'est encore un peu autre chose. Mais ce qu'ils veulent, c'est pas d'État pour pouvoir faire leurs affaires, pour pouvoir transférer leurs armes, pour pouvoir vendre du Captagon, fabriquer de la drogue. Je veux dire, faut dire que le Hezbollah a prospéré grâce à l'argent de la drogue, quand même. Et je suis désolé, on ne donne pas des leçons de morale quand on a vendu de la drogue. Voilà. Ce qui est un vrai problème, quand même. Maintenant, vous pouvez le regretter, ça ne changera pas les choses de simplement le regretter, quoi. C'est-à-dire que je pense que l'État libanais, il ne va pas se reconstruire tout seul, il va se reconstruire dans la confrontation avec tous ses ennemis, dont le Hezbollah fait partie, mais ce n'est pas le seul. Euh, Après, regardez ce qui s'est passé pendant l'effondrement bancaire. Le Hezbollah n'a rien dit, ce n'était pas ses affaires. Il n'en avait rien à fiche. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai l'impression que son public a été moins touché que les autres.
Mais déjà, son public était plus pauvre que les autres et ils avaient moins d'argent dans les banques. Enfin, pour certains. Probablement, Mais bon, mais je pense aussi qu'ils ont leur banque. oui, ils ont leur banque. Parce que comme la Banque centrale était sous Surveillance. enfin, surveillance des Américains, etc., qui eux, s'en fichent des malversations de Salamé, mais se préoccupent surtout de savoir que l'argent iranien, etc., n'y transite pas. Bon, je pense que le Hezbollah a évité la Banque centrale. Il y a des questions. Oui, on va prendre une question en ligne. On vous demande si le Hezbollah est une organisation complètement centralisée autour de Nasrallah ou alors s'il y a des cercles de pouvoir qui sont décentrés justement de cette figure centrale. Non, je pense qu'au bout de. Il dirige depuis 92, donc depuis 92, il a bâti quand même une organisation qui lui est totalement fidèle. Il y avait des tendances, notamment régionales, dans les années 90, en particulier autour de Toufaïli, qui représentait les paysans pauvres de la Bekaa, et Nasrallah était plus représentant des gens du sud du Liban. Maintenant, la faction de Toufaïli, qui d'ailleurs s'est révoltée en 97-98 au nom du fait que le Hezbollah avait perdu ses idéaux, n'était plus aussi s'accommoder avec le système, s'accommoder avec le capitalisme, s'accommoder avec le confessionnalisme et le vote. Toufaïli était un vrai extrémiste, hein, faut pas non plus le rendre. Je suis pas là pour le rendre sympathique. A fait que la faction de la Bekaa a été complètement soumise. Il y a des individus importants, Yazbek, il y a des. Mais je pense qu'il n'y en a aucune qui conteste Nasrallah. Vous demandiez, c'est quoi l'avenir du Hezbollah? En fait, je pense que l'avenir du Hezbollah, il y a 2-3 choses qui seront essentielles. C'est quel est l'avenir de l'Iran? Parce qu'on ne peut pas dire on s'est voué au guide suprême. Et qui sera le guide suprême iranien après Khamenei? Donc c'est en ça que l'actualité de l'Iran est très importante, et notamment l'accident dans lequel le président est mort fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul successeur, semble-t-il, pour le guide, qui est son propre fils. Qu'est-ce que va donner le mouvement de révolte en Iran? Est-ce qu'on va assister à une prise de pouvoir par les gardiens de la révolution? Est-ce que la République islamique va devenir une république militaire, quoi, d'une certaine manière? Donc ça, Comme l'Égypte. ce qui pose pas de problème au Hezbollah, hein. Le Hezbollah est très proche des gardiens de la révolution. Donc ça c'est une des variables. La deuxième variable, c'est et après Nasrallah, vous avez quelqu'un qui a dirigé l'organisation depuis plus longtemps que enfin pas depuis qu'elle existe, parce qu'il est arrivé qu'en 92, mais c'est énorme, une telle longévité, c'est plus que beaucoup de chefs d'État aujourd'hui. Donc, est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui a l'envergure, qui a le dynamisme, la force, qui sera capable de prendre d'autres orientations, parce qu'il en a pris, Nasrallah, des orientations à des moments clés. En général, ce genre de succession ne se passe pas très bien. Non pas parce qu'il y a contestation, mais parce que vous avez une pâle copie. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, moi je pense notamment à la Syrie. Bachar el-Assad est une pâle copie de Hafez el-Assad, ce qui ne l'a pas empêché de mettre son pays à feu et à sang et de tuer bien plus que son père. Mais finalement, il y a une forme de dégénérescence des organisations comme ça, qui ont été très longtemps portées par un homme qui est extrêmement, c'est vraiment un leader charismatique au sens sociologique du terme, quoi. Bon, je pense que ces derniers mots mettent fin à cette présentation. Il y a une question. Une dernière question. On a 5 minutes, on peut la prendre rapidement. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour votre exposé. J'avais simplement une remarque, question, on va dire.
je pense que l'erreur fondamentale qui a été faite dans l'historiographie française sur le Hezbollah a toujours été de dire que le Hezbollah était une antenne ou un relais de l'Iran et de la Syrie au Liban, dans l'arc chiite, l'arc de crise chiite, alors qu'au contraire, il a une existence nationale qui est beaucoup plus importante et qui est vraiment indépendante, quelque part quand même, des influences politiques iraniennes. Ma question, elle porte sur ce que vous avez dit là, juste avant dans vos réponses aux autres questions. Est-ce qu'au contraire, le Hezbollah, aujourd'hui, et quand le guide suprême iranien sera mort et sa succession sera avérée, quand Nasrallah peut-être lui aussi partira, est-ce qu'il n'y a pas un véritable projet politique que le Hezbollah veut porter au Liban, à la manière, par exemple, du Fatah de Arafat dans les années 70, qui avait un véritable projet pour la création d'un État palestinien où le Hezbollah ne serait pas juste un parti d'opposition ou une milice armée, mais un véritable instrument, enfin, un véritable acteur dans l'État libanais qui serait prêt à en prendre les rênes. Parce que, comme vous avez dit, même économiquement parlant, aujourd'hui, il reste beaucoup financé par le Captagon, par ce genre de réseau. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au fur et à mesure du développement de l'organisation, est-ce qu'elle ne va pas mettre la main sur toutes les modalités économiques du Liban actuel qui est en train de se reconstruire d'autant plus? Ça serait une sorte de scénario idéal ou cauchemar, selon qui vous êtes. J'y crois pas trop, parce que jusqu'à présent, à chaque moment où le Hezbollah aurait pu faire preuve d'un minimum d'ambition citoyenne pour son propre pays, il ne l'a pas fait. Je pense à l'explosion du port de Beyrouth, je pense à la crise financière. Je pense à la crise de l'électricité. Il n'a pas su régler ça, quoi. Régler la crise financière, c'est compliqué. Mais régler l'électricité, ça, il le pouvait. Je veux dire, à partir de 2019, le gouvernement, il est dans sa main. Et il n'a pas su régler ça. Donc, c'est là où je me dis, en fait, ça lui importe peu que le Liban fonctionne bien ou mal. Ce qui lui importe, c'est ses propres capacités. D'autant plus que sur l'électricité, son allié était les Aaronistes, qui maîtrisaient le ministère de l'énergie. Donc, on voit plutôt une organisation repliée sur elle-même, qui se voit encore comme une guérilla et en mode survie, alors qu'elle est bien plus puissante que ça, effectivement. Mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit, pour moi, le Hezbollah est un parti au service d'une branche armée et non pas une branche armée au service d'un parti. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est la branche armée qui prime. Et donc, au nom de ça, il y a du mal à se projeter dans le jeu politique. Tout est soumis à la protection de la branche armée et de sa capacité d'action. Merci à tous. Merci beaucoup.